savez, au Sénégal, depuis quelques années, il y a une réelle volonté de digitaliser un certain nombre d'actes administratifs. Et nous pouvons en citer un certain nombre. Si vous prenez aujourd'hui, je pense, tous ceux qui cherchent à avoir des extraits de naissance, aujourd'hui, il y a une plateforme qui leur permet, sans se déplacer, de pouvoir avoir cet acte de naissance. Et comme on était obligé de déplacer, par exemple, moi qui suis de Pologne, je suis obligé de faire des kilomètres, aller à Pologne pour pouvoir avoir ce document. Aujourd'hui, je peux l'avoir facilement, sans pourtant me déplacer. Donc, il y a une réelle volonté au Sénégal et cela se confirme davantage par l'agence, l'ADIE que vous connaissez tous, donc qui est l'agence d'informatisation de l'État, l'informatique de l'État plutôt, qui travaille à créer les conditions pour que la plupart, en tout cas, des activités administratives puissent être digitalisées. Nous pouvons aussi parler, au-delà de ces efforts, de certains secteurs aussi, on devrait pouvoir avoir une certaine digitalisation. Je parle par exemple du domaine de la santé. Vous savez tous qu'aujourd'hui, quand vous allez dans un hôpital du Sénégal, vous êtes un patient, vous arrivez aux urgences d'ailleurs, ce qui est encore plus grave, vous arrivez, rares sont les patients qui viennent avec le dossier médical. Donc comment ça se passe? Le médecin essaie autant que possible de voir ce qu'il peut poser comme diagnostic et vous prendre rapidement en charge. Alors qu'ailleurs, dès que le patient arrive, il suffit d'interroger un ordinateur pour qu'il vous donne tous les éléments d'information sur votre patient pour que vous puissiez poser vraiment l'acte médical le plus adapté. Voilà, donc on va permettre à M. Diop de faire son exposé. Après, on va permettre bien entendu à Mme Ndiaye Ninata de pouvoir aussi faire une communication sur la problématique. Et après, on va vraiment profiter d'une interactivité réelle entre vous et nous pour qu'on puisse discuter de ce sujet et arriver à avoir des résultats à la fin de ce panel. Donc, si vous le voulez bien, je vais donner la parole au docteur. Cela dit, mon propos va porter spécifiquement sur la digitalisation des procédures administratives et judiciaires, qui est le thème du panel, mais mon propos va porter spécifiquement sur les marchés publics. Les marchés publics, pourquoi? Parce que moi, personnellement, je suis, comme l'a dit Jean, je suis le chef de division régulation et affaires publiques de l'autorité de régulation des marchés publics. C'est pourquoi j'ai préféré vous parler de la digitalisation des procédures marchés publics. Nous allons d'abord rappeler les règles, c'est-à-dire les normes de gouvernance par rapport à cette digitalisation, mais aussi nous allons aborder l'encadrement des marchés publics, c'est-à-dire les acteurs qui interviennent. Donc, principalement, nous allons parler des normes, mais aussi nous allons parler des acteurs. Mais avant cela, nous sommes tenus, surtout dans une salle des juristes, au moins de définir les concepts, de les rappeler qui sont censés être connus. Les marchés publics, en fait, c'est des contrats. C'est des contrats conclus à titre onéreux pour la réalisation de services, pour la construction des travaux, mais aussi pour les fournitures de services à titre onéreux, mais pas ce qu'on appelle une autorité contractante. Une autorité contractante est censée être un démembrement de l'État qui achète ces services, qui fait réaliser ses travaux et ou qui achète ses fournitures. Lorsque cette autorité contractante n'est pas une société nationale ou une société anonyme à partir du majoritaire, ce contrat-là est un contrat de droit administratif. Par contre, s'il s'agit d'une société nationale ou d'une société anonyme à partir du majoritaire, c'est un contrat de droit privé. Mais ces formes de contrat sont assujetties à un régime juridique particulier. Ce régime est posé effectivement par le code des marchés publics. Et dans ce cadre, on a prévu la possibilité de procéder à la dématérialisation des marchés publics. Autrement dit, la possibilité de procéder à la contractualisation des marchés en ligne. Quoi, qui, pourquoi et comment. S'agissant du procédé, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que
S'agissant de la dématérialisation, il s'agit d'abord de la phase préparation. Vous savez, dans les marchés, il y a ce qu'on appelle une phase préparatoire. La phase préparatoire consiste avant de lancer un marché. Si moi, personnellement, je veux acheter un téléphone portable, je peux aller chez le vendeur du coin. Mais lorsque l'ARMP ou l'UVF peut acheter, ne pas le faire, est tenu de respecter les règles de préparation, mais aussi de passation. Dans la préparation, on est tenu d'abord de faire fixer ce qu'on appelle un plan de passation des marchés. Au début de l'année, nous sommes tenus d'exprimer nos besoins en fonction du budget qui est disponible, en disant que cette année, nous comptons acheter telle chose, telle chose, telle chose. Tous ces éléments qui doivent faire l'objet d'achat, ou de travaux, ou de fourniture, doivent être publiés dans un document qu'on appelle un plan de passation des marchés. Ce plan, aujourd'hui, nous sommes tenus de le transmettre à un organe qu'on appelle la direction centrale des marchés publics. Ce plan est publié dans le site des marchespublics.sn. Si vous tapez sur Internet marchés publics, vous allez voir tous les plans de passation des marchés de toutes les autorités compétentes, y compris l'UVS. Mais ça, c'est la première formalité de publicité. La seconde, c'est en janvier, nous sommes tenus de publier ce qu'on appelle un avis général de passation des marchés publics. On publie un avis pour dire tous les besoins de question qu'on compte faire durant l'année. La troisième formalité, c'est au moment où on va maintenant lancer un appel d'offres. On publie ce qu'on appelle un avis d'appel d'offres. S'il s'agit d'une prestation d'intérêt, on publie ce qu'on appelle un avis de manifestation d'intérêt. Donc on est tenu de respecter cette formalité de publicité. Une fois qu'on publie, au moment de l'attribution provisoire, on doit aussi procéder à cette formalité de publicité. Tous ces éléments-là aujourd'hui peuvent se faire en ligne. Et enfin, il y a la partie exécution. La finalité de cette dématérialisation, c'est d'abord permettre aujourd'hui la possibilité de conclure en ligne. Je vous ai dit qu'il y a des formalités qui sont posées dans la passation, notamment l'application du plan de passation, l'avis général. Mais la finalité, c'est d'abord avoir la transparence. Et qu'aujourd'hui, si on décide de contractualiser les marchés publics en ligne, par la messagerie ou dans une plateforme en ligne, là, les exigences de transparence seront plus satisfaites. Qui sont concernés? D'abord, l'autorité contractante, je l'ai dit tout à l'heure, c'est tous les démembrements de l'État qui comptent acheter des services ou faire des travaux, mais aussi des fonctionnaires, c'est-à-dire les candidats. Les candidats potentiels, c'est ceux qui souhaitent vendre leurs services à l'État, soit construire des bâtiments pour l'État. Par exemple, c'est un homme, au mois de la construction, c'est un soumissionnaire qui a soumissionné dans le marché et qui a gagné le marché pour construire le nom. S'il s'agit de prestations intellectuelles aussi, c'est un soumissionnaire. Il s'agit aussi de fournitures, les ordinateurs, les plaquettes, les écrans, c'est des fournisseurs. Et tout cela sont des soumissionnaires. Nous allons permettre à Mme Gaye de partager l'expérience qu'elle a en tout cas de cette volonté de dématérialisation, de digitalisation dans le domaine administratif, dans le cadre bien sûr de son travail au niveau du cabinet Caramas. Par rapport à la thématique, je vais juste préciser que je n'étais pas prévue pour intervenir dans ce panel, mais je ne peux pas refuser la demande de nos confrères et c'est également une opportunité pour moi de pouvoir contribuer et faire un partage d'expérience par rapport à des démarches de dématérialisation de procédures administratives auxquelles le cabinet Carapas, où je suis juriste senior, a eu à prendre part et a d'ailleurs conduire ces missions-là. Donc pour commencer, je voudrais juste partir du pourquoi. Aujourd'hui, on parle de dématérialisation des procédures administratives et judiciaires, mais si on en est là, c'est qu'il y a bien une raison. Depuis hier, on parle de révolution numérique, on parle d'intelligence artificielle, de blockchain, de tous les outils qui existent aujourd'hui grâce au numérique et qui sont, je préfère utiliser, qui sont au service de l'homme, parce que l'homme étant au cœur de ces dispositifs, les ayant créés. Donc, on est en face d'une révolution numérique, et cette révolution numérique nous apporte des opportunités. Ces opportunités-là, quelles sont-elles? On a aujourd'hui la possibilité d'accéder à des données de n'importe où
Aujourd'hui, on parle de dématérialisation des procédures. Une personne dans la salle qui entend dématérialisation des procédures pour la première fois pourrait utiliser son smartphone pour accéder à l'information et avoir une première idée de ce que c'est. Donc ça, c'est une opportunité qui est offerte d'accéder aux données. Et cet accès aux données s'accompagne d'une massification de ces données-là qui permet de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour gérer ces données. Et il y a également ce dont on a discuté depuis hier concernant la valorisation de ces données-là. Donc, la donnée qui, avec la révolution numérique, est aujourd'hui suscite des intérêts particuliers et nous apporte beaucoup d'opportunités pour pouvoir y accéder, pour pouvoir la valoriser, la monnayer. Aujourd'hui, on voit que les grands de ce monde, les plus fortunés des entreprises ou des personnes physiques, le sont grâce à l'utilisation qu'elles font des données. Donc rien que ça, c'est une opportunité extraordinaire qu'il est important de préciser. Alors, d'autres opportunités qu'on peut relever concernant la révolution numérique et donc l'intérêt de dématérialiser les procédures, c'est aujourd'hui la rapidité avec laquelle on peut pouvoir accéder à ces informations. Donc en termes de gain de temps, on peut vraiment saluer le fait que si les données sont dématérialisées, on peut y accéder plus facilement. Je donne un exemple concret. Nous tous, nous pouvons être confrontés à ce genre de situation. On peut lire tout de suite son mail et avoir quelqu'un, pour une raison X ou Y, qui nous demande de transférer son CV ou de transférer une pièce d'identité ou une pièce quelconque. Si nous ne l'avons pas à portée de main, il va falloir qu'on attende d'arriver chez nous. Si par chance on archive bien nos documents et qu'on arrive à le trouver, on pourra transmettre l'information qui est demandée. Par contre, si à travers la numérisation, notre organisation personnelle nous permet de pouvoir avoir un dossier où on stocke nos informations utiles, il suffira de quelques minutes pour pouvoir transmettre cette information.